Le 17 septembre 2000, face à l'architecture iconique de l'Opéra de Sydney, le monde du sport retient son souffle. Pour la toute première fois depuis son apparition sur les plages de Californie à la fin des années 70, le triathlon fait son entrée officielle aux Jeux Olympiques. C'est l'aboutissement d'un combat politique mené par les instances internationales pour faire reconnaître ce sport d'endurance extrême comme une discipline d'élite. Sur la ligne de départ, alignés sur un ponton flottant soumis au ressac de la baie, 52 hommes venus des 4 coins du globe partagent exactement le même rêve: devenir le tout premier champion olympique de l'histoire de la discipline. Dans le microcosme du triple effort, les pronostics sont pourtant déjà presque verrouillés. Tous les regards, tous les objectifs des photographes et toutes les analyses des experts sont braqués sur les figures de proue du circuit mondial. On attend le Britannique Simon Lessing, véritable légende vivante de la discipline, quadruple champion du monde de l'ITU en 1992, 95, 96 et 98. On attend l'idole locale, l'Australien Peter Robertson, porté par la ferveur de tout un peuple, ou encore des athlètes de premier plan, comme les Français, les Allemands ou les Espagnols. Pourtant, au terme d'une course dont personne n'aurait pu prédire l'issue, la ligne d'arrivée va être franchie en premier par un jeune homme que l'on n'attendait pas, un jeune Canadien de 25 ans, le visage marqué par l'effort. Ce visage, c'est celui de Simon Whitfield, un athlète au regard déterminé dont le destin va basculer à jamais dans l'éternité olympique en l'espace de moins de 2 heures. Dans ce premier épisode de cette série de vidéos consacrée aux légendes olympiques du triathlon, nous allons plonger en profondeur dans le destin hors norme de ce pionnier. De ses débuts discrets dans les eaux fraîches de l'Ontario à sa consécration mondiale à Sydney, en passant par ses doutes, ses échecs et sa remarquable reconversion, laissez-moi vous raconter l'histoire de Simon Whitfield, le premier champion olympique de triathlon de l'histoire. Pour comprendre l'incroyable force de caractère qui s'est exprimée sur le parcours de Sydney, il faut remonter le temps et s'installer dans le Canada de la fin des années 70. L'histoire de Simon Saint-Quentin Whitfield débute le 16 mai 1975 à Kingston, une petite ville universitaire située dans la province de l'Ontario, au confluent du fleuve Saint-Laurent et du lac Ontario. Rien, absolument rien dans son environnement familial direct ne le destine initialement à une carrière de triathlète professionnel. Un sport qui d'ailleurs, l'année de sa naissance, n'en est qu'à ses balbutiements aux États-Unis. Durant sa jeunesse, Simon est avant tout un grand passionné de football. Sur les terrains en herbe de l'Ontario, il passe les après-midi à courir après le ballon. C'est sur ces terrains qu'il développe sans savoir les bases physiologiques de sa future carrière. Mais le football est un sport collectif et le jeune Simon ressent déjà, de manière inconsciente, le besoin de se mesurer lui-même face aux éléments et face au chronomètre. Le grand tournant de sa vie sportive, la bascule décisive, survient à l'âge de 11 ans en 1986. Il participe un peu par hasard au Kids of Steel, un programme de développement et de détection canadien particulièrement visionnaire, conçu spécialement pour faire découvrir le triathlon aux jeunes enfants à travers des distances adaptées. C'est une révélation immédiate et un coup de foudre athlétique. Il comprend ce jour-là que son destin est lié aux 3 disciplines. À l'adolescence, un obstacle de taille se dresse devant lui, le rude hiver canadien. S'entraîner sérieusement à vélo ou à pied lorsque les routes de l'Ontario sont recouvertes de glace et que les températures descendent régulièrement sous la barre des moins 15 degrés relève d'une vraie prouesse. Conscient que ce climat limite drastiquement son évolution dans l'entraînement hivernal par rapport à ses concurrents européens ou américains, il prend, en accord avec sa famille, une décision extrêmement audacieuse pour un jeune homme de son âge. À seulement 15 ans, il boucle ses valises, traverse le globe pour s'installer en Australie, précisément en Nouvelle-Galles du Sud, afin d'y poursuivre ses études secondaires dans un environnement propice au sport de haut niveau. Ce choix d'expatriation va s'avérer être le véritable catalyseur de sa réussite future. Il apprend à endurer le chaos des départs en natation, où tous les coups sont permis pour virer en tête à la première bouée. Il développe à vélo un style agressif, capable de relancer sur des circuits urbains après des virages serrés exigeants. Et surtout, il peaufine ce qui deviendra sa marque de fabrique, une transition ultra rapide doublée d'une vitesse redoutable en course à pied. À la fin des années 90, fort de ce bagage international, il décide de réintégrer pleinement le circuit national canadien pour valider sa qualification olympique auprès de sa fédération. Les résultats ne se font pas attendre. En 1999, lors des Jeux panaméricains organisés à domicile à Winnipeg, il livre une prestation de haut vol et décroche la médaille de bronze. C'est sa première grande médaille internationale chez les seniors. Pourtant, malgré cette performance, la reconnaissance internationale reste timide. Sur le circuit mondial très fermé de l'ITU, l'Union internationale de triathlon, Whitfield n'est pas considéré comme un favori pour les Jeux de Sydney. Pour les observateurs et les journalistes spécialisés, il reste un outsider de second rang. Et c'est pourtant dans ce costume d'outsider discret qu'il va préparer le plus grand rendez-vous de sa vie.
Nous revoici à Sydney en ce matin historique du 17 septembre 2000. L'atmosphère est lourde, chargée d'une tension presque palpable. Les tribunes, installées face à la mer, sont combles et des dizaines de milliers de spectateurs s'amassent le long des barrières protectrices. Pour ces grands débuts olympiques, la pression sur les épaules des athlètes est maximale. Le format retenu pour cette course est d'ailleurs le format standard dit olympique, c'est-à-dire 1500 mètres de natation en eau libre, 40 km de vélo, suivi de 10 km de course à pied pour conclure la course. La natation, disputée dans les eaux agitées de la baie de Sydney, s'effectue dès les premiers mètres à un rythme absolument effréné. Les nageurs de tête, d'anciens spécialistes des bassins reconvertis, impriment une cadence infernale pour tenter d'étirer le peloton et piéger les moins bons nageurs. Simon Whitfield sait que la natation est son point faible. Au terme des 1500 mètres de natation, le Canadien émerge de l'eau en 28e position. Le chronomètre officiel affiche un retard d'un petit peu moins d'une minute sur les premiers nageurs. Pour Whitfield, ce départ n'est pas catastrophique, il est même plutôt conforme à son plan de marche théorique. L'essentiel à ce stade est de réaliser une transition rapide pour intégrer le premier gros peloton de chasse à vélo, afin de laisser les gros rouleurs faire la jonction avec la tête de course. C'est pourtant durant les 40 km de la partie cycliste que la course de Simon Whitfield va basculer dans le dramatique et l'inattendu. Le circuit urbain dessiné dans les rues de Sydney est un véritable piège. Il est sinueux, truffé de relances, de virages à angle droit et de revêtements urbains qui ne pardonnent pas une approximation technique. Les athlètes, regroupés en peloton compact, roulent à des vitesses oscillant entre 45 et 50 km/h au millimètre les uns des autres. À la mi-course, alors que le peloton négocie une portion technique, un drame se produit. Un athlète commet une légère erreur de trajectoire en touchant une roue. L'effet domino est immédiat. Une chute collective majeure se produit au cœur du peloton à haute vitesse. Parmi eux, Simon Whitfield. À cet instant précis de la course, les chances de médaille de Simon Whitfield viennent de s'effondrer en une fraction de seconde. Beaucoup auraient abandonné, mais c'est ici, précisément à cet instant de bascule, que la force mentale exceptionnelle de l'athlète et sa détermination hors du commun vont faire toute la différence entre un bon athlète et une légende olympique. Au lieu de céder à la panique et de s'apitoyer sur son sort, Whitfield se relève et ne baisse pas les bras. Il parvient, au prix d'une débauche d'énergie colossale, à recoller in extremis à l'arrière du second groupe de chasse. Lorsqu'il entre enfin à la T2 et pose son vélo pour enfiler ses chaussures de course à pied, Simon Whitfield compte exactement 1 minute et 2 secondes de retard sur l'homme de tête. Reprendre plus d'1 minute sur un athlète de classe mondiale sur une distance aussi courte qu'un 10 km s'apparente, sur le papier, à une mission impossible. Ce qui va suivre au cours des 30 minutes suivantes appartient pourtant à la légende du sport mondial. Dès les premiers mètres du parcours à pied, Simon Whitfield adopte une foulée efficace et redoutable. Il n'est plus un triathlète fatigué, il se transforme en pur coureur de fond. Le Canadien tourne à une allure moyenne impressionnante, inférieure à 3 minutes au kilomètre. C'est un rythme d'athlète de niveau international sur piste, sauf qu'il l'imprime après avoir déjà nagé 1500 mètres et survécu à 40 km de vélo et à une chute. Méthodiquement, avec une régularité de métronome, Whitfield remonte ses adversaires un à un. Il grappille des secondes à chaque foulée, à chaque virage. Le public, massé le long des barrières, commence à réaliser l'impensable. Le dossard numéro 18 est en train de découper le peloton. À l'entame du dernier kilomètre, l'Allemand Stefan Vukovic est toujours en tête, seul, apercevant déjà la structure de l'arrivée. Mais juste derrière lui, l'ombre rouge et noire du Canadien est revenue se blottir dans sa foulée au prix d'un effort surhumain. Tout est en place pour assister à un duel final exceptionnel. À seulement 300 mètres de la ligne d'arrivée, sur le tapis bleu qui mène aux tribunes officielles, Simon Whitfield place une accélération d'une violence inouïe. Une relance brute, un sprint final issu du plus profond de ses ressources physiques et mentales. L'Allemand Vukovic, asphyxié, tente de réagir, mais ses muscles, à bout, refusent de suivre la cadence. Il ne peut pas répondre à cette attaque. Simon Whitfield franchit la ligne d'arrivée en solitaire, les bras levés vers le ciel, arrêtant le chronomètre officiel sur le temps de 1 heure, 48 minutes et 24 secondes. Il devance l'Allemand de seulement 5 secondes au terme de la course la plus indécise de l'histoire. À cet instant précis, Simon Whitfield ne vient pas seulement de remporter une course, il vient de devenir le tout premier champion olympique de l'histoire du triathlon. Après un tel sacre, après avoir touché le toit du monde sportif à seulement 25 ans, le plus difficile pour un athlète de haut niveau commence. Confirmer, assumer le statut de cible mouvante et se maintenir au plus haut niveau mondial alors que tout le monde vous attend au tournant. Devenir champion olympique change une vie, mais cela change aussi le regard des adversaires qui analysent désormais la moindre de vos courses à la loupe. Dans les années qui suivent son triomphe australien, Simon Whitfield prouve qu'il n'est pas l'homme d'un seul exploit. Il continue de figurer régulièrement sur les podiums du circuit mondial ITU. En 2002, lors des Jeux du Commonwealth organisés à Manchester au Royaume-Uni, il confirme sa suprématie sur les nations du Commonwealth en décrochant une magnifique médaille d'or, affirmant sa domination tactique dans les courses à forte pression. Cependant, le sport de haut niveau est une école d'humilité constante et le chemin des grands champions est rarement linéaire.
4 ans après Sydney, se profilent déjà les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Arrivé avec le statut de tenant du titre et de favori légitime, Whitfield subit une terrible contre-performance. Mal placé lors de la transition et manquant d'énergie sur la course à pied, il ne peut jamais se mêler à la lutte pour le podium et termine à une décevante 11e position, loin du vainqueur néo-zélandais Hamish Carter. Pour beaucoup de spécialistes, de journalistes et d'anciens coureurs, le verdict est alors sans appel. L'ère Whitfield est bel et bien terminée. Le Canadien est jugé vieillissant et la discipline évolue à une vitesse folle. Une nouvelle génération de triathlètes, menée par des jeunes prodiges comme l'Espagnol Javier Gomez ou l'Allemand Jan Frodeno, vient bousculer les codes établis. Ces nouveaux venus nagent plus vite, roulent de manière encore plus agressive et sont capables de courir le 10 km en moins de 30 minutes de manière régulière. Mais c'est mal connaître la résilience psychologique du champion canadien. Loin de s'avouer vaincu ou de se complaire dans ses souvenirs de sa gloire passée, Whitfield refuse d'abdiquer. Il décide de tout remettre à plat. Il remet en question ses méthodes d'entraînement, il modifie ses volumes de travail foncier, il intègre des séances de renforcement musculaire et il affine sa nutrition. Il accepte tout simplement d'évoluer pour s'adapter aux nouvelles exigences de vitesse du circuit mondial. 4 ans plus tard, c'est un Simon Whitfield métamorphosé, affûté comme jamais et fort d'une expérience tactique incomparable qui se présente sur la ligne de départ des Jeux Olympiques de Beijing en 2008. Âgé de 33 ans, le Canadien sait que c'est probablement sa dernière chance de briller au plus haut niveau olympique. Durant toute la course, il livre une prestation tactiquement parfaite. Il s'abrite intelligemment au cœur du peloton sur la partie vélo pour économiser chaque watt. Il gère ses trajectoires à la perfection et aborde la course à pied dans des conditions idéales. Dans les derniers kilomètres de la course à pied, là encore, on assiste à une bagarre exceptionnelle pour le podium. 4 hommes se détachent et s'isolent en tête de course. Jan Frodeno, Bivan Doherty, Javier Gomez et Simon Whitfield. Les 4 plus grands triathlètes de l'époque regroupés dans un mouchoir de poche. Dans les dernières centaines de mètres, Whitfield, portant ses dernières forces, lance une attaque désespérée et prend quelques mètres d'avance, faisant vibrer le clan canadien. Bout d'un effort surhumain, dans le sprint final sur le tapis bleu, il est finalement débordé par la jeunesse et la puissance du jeune Allemand Jan Frodeno, le futur roi de la distance Ironman. Simon Whitfield décroche une magnifique médaille d'argent, s'inclinant de seulement 5 secondes après un sprint d'une intensité dramatique. Cette seconde médaille olympique, obtenue 8 ans après son premier titre, vient asseoir définitivement Simon Whitfield parmi les plus grands noms de l'histoire du triathlon mondial. Il prouve ainsi sa longévité exceptionnelle dans le sport de haut niveau. Sa riche et longue aventure olympique connaîtra un ultime chapitre en 2012 lors des Jeux Olympiques de Londres. Preuve de son immense statut et du respect qu'il inspire bien au-delà de sa discipline, Simon Whitfield a l'immense honneur d'être nommé porte-drapeau officiel de l'ensemble de la délégation olympique canadienne lors de la cérémonie d'ouverture dans le stade de Stratford. Un accomplissement suprême pour tout athlète. Malheureusement, la course ne sera pas à la hauteur de l'hommage. Pris dans un accident impliquant un autre cycliste au niveau d'un dodan, Simon Whitfield est projeté au sol et ça sera pour lui la fin de son aventure olympique. En 2013, à l'âge de 38 ans, après plus de 2 décennies passées au plus haut niveau mondial et après avoir repoussé les limites de son corps, Simon Whitfield annonce officiellement et sereinement sa retraite sportive. Il laisse derrière lui un palmarès absolument exceptionnel. 2 médailles olympiques, l'or à Sydney, l'argent à Beijing, 14 victoires majeures en Coupe du Monde ITU et pas moins de 12 titres consécutifs de champion national canadien. En 2017, il reçoit la consécration ultime de ses pairs en étant officiellement intronisé au Hall of Fame de la Fédération internationale de triathlon. Mais depuis qu'il a définitivement rangé sa trifonction, qui est devenu le tout premier champion olympique de l'histoire. Fidèle à lui-même, Simon Whitfield a abordé et réussi sa reconversion professionnelle avec exactement la même rigueur, la même méthode et la même intelligence que sa carrière sportive. Il s'est orienté avec succès vers le monde des affaires, passionné par l'innovation technologique. Il investit activement dans plusieurs startups innovantes axées sur le sport santé, les applications de suivi de conditions physiques et l'écomobilité. Il reste également une figure incontournable du paysage sportif de son pays, collaborant régulièrement avec le comité olympique canadien pour accompagner et conseiller la nouvelle génération d'athlètes canadiens. Simon Whitfield vit aujourd'hui à Victoria, en Colombie-Britannique, avec sa famille. L'histoire de Simon Whitfield est celle d'un authentique pionnier. Un homme qui, par sa sueur, son courage et son refus d'abdiquer après une chute qui aurait dû l'exclure du jeu, a montré la voie pour toutes les générations futures de triathlètes. Son sacre de Sydney résonne comme un rappel universel. Un champion ne se définit pas uniquement par sa domination technique ou ses capacités physiologiques lors des jours faciles, mais bien par sa capacité à se relever, à s'adapter et à persévérer lorsque tout semble perdu. C'était le premier épisode de notre série consacrée aux champions olympiques de triathlon. Dans le prochain épisode, nous analyserons le parcours d'un athlète au destin tout aussi fascinant. Et pour ne pas rater la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et au passage, de me laisser un petit like sous cette vidéo si le format vous plaît et de partager vos impressions en commentaire. D'ici là, entraînez-vous bien, restez passionnés et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.